Bonjour à tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. Euh, Aujourd'hui, on va aborder donc le thème de l'harmonie dans le couple. Effectivement, c'est un thème qui est très important, un thème qui nous concerne tous au quotidien, autant pour les personnes d'ailleurs qui sont déjà en couple. Hop là, je bouge juste la caméra, comme ça, et on a la cabane des oiseaux qui reprend à peu près le thème. Euh, donc ce sujet-là concerne tout le monde, qu'on soit d'ailleurs en couple ou pas, puisque pour certaines personnes, c'est la difficulté à rencontrer quelqu'un, la difficulté à être en lien avec quelqu'un. Et donc on va aborder différents thèmes aujourd'hui. J'ai listé les différents sujets, il va y avoir les différentes étapes dans le couple, il va y avoir le piège des attentes, qui est assez redoutable dans la routine du couple. Il va y avoir bien évidemment l'écoute, la jalousie, la communication, le fait d'accueillir les humeurs de l'autre, et bien évidemment la sexualité et ses tabous, qui sont des sujets que vous avez souhaité aborder aujourd'hui. Alors, on va commencer par ce qu'on pourrait appeler les 4 étapes du couple. Il y a la phase de séduction, qu'on pourrait aussi appeler la phase de prédation, surtout chez les hommes. Il y a la phase d'atterrissage, quand on commence à rentrer et être habitué à être en couple, et puis ensuite, ce qu'on pourrait appeler la routine ou la déroute, en fonction de la manière dont on vit les choses. Bonjour à tous ceux qui se connectent. Alors, pour cette première phase, cette phase de séduction, cette phase de prédation, c'est la phase la plus logique qui soit. J'étais célibataire, ou pas d'ailleurs, j'étais peut-être en couple, et puis je rencontre quelqu'un, je tombe amoureux, et alors là, c'est le coup de foudre. C'est le coup de foudre, ou alors j'ai un intérêt à rencontrer cette personne et être en relation avec elle, et dans tous les cas, je vais quelque part me transformer pour réussir à amener l'autre à s'intéresser à moi. C'est donc la fameuse phase de séduction. Pour les hommes, on parle de prédation parce que, bien évidemment, on reste des animaux et que on va mettre en place toute forme de stratagème pour réussir à séduire l'autre. Pour les hommes, ça va passer par exemple par la salle de sport, le fait de se faire des muscles, le fait de bien manger, salut Binge, le fait de réussir à se montrer sous son meilleur jour. Et ça vaut autant pour les hommes que les femmes d'ailleurs. Cette phase-là, c'est un peu la phase magique. La phase où dès que l'autre parle, on est complètement sous le charme et généralement, tous les défauts qu'on va retrouver chez l'autre plus tard, c'est autant d'éléments qui nous plaisent quand on est dans cette phase de séduction. Pourquoi c'est important de connaître ces phases? Parce que ça permet de se situer déjà. Cette phase de séduction, il faut avoir à l'esprit que c'est pas une rencontre, comment dire, c'est presque pas quelque chose de naturel, c'est complètement superficiel. Parce qu'on va se montrer sous notre meilleur jour. Sous notre meilleur jour, ça veut dire qu'on va temporairement mettre un peu sous le tapis soit nos mauvaises habitudes, soit nos mauvais comportements, soit nos humeurs qui sont délicates, etc., etc. Et donc, si j'ai bien connaissance de ces différentes phases, eh ben, je vais savoir que finalement, le couple, comme la vie, c'est juste un processus, qu'il n'y a pas lieu de s'attarder ou de bloquer sur telle ou telle étape. Donc cette phase de séduction, c'est la phase merveilleuse. C'est le truc où on s'est lié d'un contrat moral, où c'est à la vie, à la mort, et ce sera parfait. Un peu comme lorsqu'on est devant le prêtre au mariage et qu'il nous dit dans la maladie, dans la santé, etc., etc. Et là, on dit oui à tout. Oui, bien sûr, même si elle est malade, même s'il n'y a plus de fric, c'est pas grave. Je l'aimerai toute ma vie. Ensuite, donc, on a séduit l'autre, on se l'est approprié quelque part, même si ça peut aussi se faire de manière très respectueuse. On va rentrer donc dans cette phase d'atterrissage. La phase d'atterrissage, c'est cette fameuse phase où on commence à être en couple, on est capable de l'affirmer, on va être capable de se présenter les uns aux autres, de présenter le cercle d'amis, parfois de présenter la famille, etc. Et donc cette phase d'atterrissage, c'est là où je commence à remarquer deux, trois défauts chez l'autre. C'est-à-dire que on commence à arrêter de faire autant d'efforts qu'au début, même si au début ce ne sont pas vraiment des efforts, c'est un élan,
c'est une énergie. Là, l'énergie, elle diminue quelque peu. Et puisqu'elle diminue quelque peu, eh bien, on va montrer un peu plus son vrai visage. Son vrai visage, c'est pas quelque chose de mal, c'est pas une insulte, c'est pas dramatique non plus, c'est quelque chose, une fois de plus, de logique. Avant, j'étais dans une énergie de dingue, un peu comme une personne qui court le 100 mètres à chaque fois qu'on se voit. Là, on passe un peu plus sur un mode 10 km ou semi-marathon. On y va doucement. Et donc, on a parfois un peu moins d'entrain, un peu moins d'envie, on se dévoile de plus en plus. C'est-à-dire que l'autre devient de plus en plus transparent pour soi. Cette phase-là, donc, on parle d'atterrissage parce qu'on arrête d'être dans une intensité trop forte. On ralentit petit à petit et on est capable, quand ça se passe bien, de passer du temps ensemble et de passer du temps calme ensemble. Ensuite, on a la phase de routine. Cette phase de routine, à mon sens, c'est la plus intéressante. C'est la plus intéressante, c'est celle qui fait énormément peur à beaucoup de couples, mais c'est la plus intéressante parce que c'est là où on est vraiment soi. C'est cette fameuse phase où on se sent bien avec l'autre, où on est installé avec l'autre, et donc on va avoir des habitudes. Cette routine qu'on appelle le quotidien, beaucoup de personnes ont l'impression que ça tue l'amour. En fait, on pourrait presque croire que c'est ce qui la renforce. C'est-à-dire qu'une fois que j'accepte l'autre dans son quotidien, alors je suis en capacité d'être à l'aise, quoi qu'il arrive. Cette routine, ça dépend des points de vue. Certaines personnes vont avoir besoin d'être uniquement dans cette phase de séduction. Et donc, lorsqu'on arrive dans la routine, c'est un peu moins sexy parce que, il faut faire à manger, il faut débarrasser la table, il faut vider le lave-vaisselle, il faut laver les habits, etc. C'est un peu moins sexy, mais en même temps, c'est beaucoup plus honnête. C'est beaucoup plus authentique comme relation. Et à partir du moment où on arrive à se sentir bien avec l'autre dans cette phase-là, ça peut durer très très longtemps. On pourrait presque parler de phase de sécurité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je connais les défauts de l'autre, à partir du moment où je t'aime même dans ce quotidien, tout devient beaucoup plus facile. Et puis on arrive ensuite à ce qu'on pourrait appeler la phase de déroute ou la phase de relance. Alors bien évidemment, c'est deux termes qui font un petit peu peur, mais c'est des termes parfaitement logiques. On s'est séduit, on s'est aimé, on a vibré, et puis on arrive sur quelque chose de plat. Quelque chose de plat, alors pas toujours bien évidemment, mais en tout cas de beaucoup moins rock'n'roll qu'au début. Certaines personnes qui sont en quête d'intensité vont être un peu déçues. Et donc il va y avoir le truc du c'est pas ce que tu m'avais vendu au début. Moi, j'ai pas signé pour ça, hein. J'avais signé parce que à la base, c'était un mec drôle, ou une fille qui adorait voyager, ou que tu étais à 2000% tout le temps. Et là, on s'ennuie un peu, là. On regarde la télé dimanche après, on est en pantoufles. Ça m'emmerde le quotidien. Dans cette phase-là, il y a deux manières de la voir. Enfin, il y a un peu plus que deux, mais là, on va un peu plus droit au but. On va l'appeler la phase de déroute si on ne se remet pas en question. On va l'appeler la phase de déroute parce que si je reste uniquement dans la déception, alors je serai uniquement dans le reproche. Et là, la communication va en subir un sacré coup. Si je suis dans la phase de relance, c'est-à-dire que je vais prendre conscience que là, je suis bien installé dans mon couple, mais que j'ai besoin de ramener du neuf dans mon couple pour que le couple se relance, pour qu'on arrive à vivre, pour qu'on arrive à passer du bon temps, alors on peut rester dans une routine avec des temps de relance. Ces relances, on pourrait appeler ça des surprises, on pourrait appeler ça des preuves d'amour, on pourrait appeler ça des anniversaires de rencontres, de mariages. C'est là où on peut y mettre énormément de symboles dans ce couple. Et à partir du moment où on s'autorise à y mettre du symbole, tout devient beaucoup plus facile. C'est-à-dire que on se connaît parfaitement bien, on connaît les défauts de l'autre, alors bien évidemment, on s'engueule, il y a des moments délicats, etc. Mais sans arrêt, ça me fait plaisir de te faire des surprises. Ça me fait plaisir de te faire des cadeaux. Ça me fait plaisir de changer un petit peu le quotidien. Sans être forcément dans quelque chose d'hyperactif, d'intensif ou quoi que ce soit. En fait, c'est là où on est bien avec l'autre, mais en étant d'abord soi-même. Ce qui est intéressant dans une relation de couple, finalement, c'est que c'est soi par rapport à soi. Quand on a
des attentes avec l'autre, alors j'ai une mauvaise nouvelle, c'est qu'on est toujours déçu. Ah ouais, au début on adorait aller au théâtre et là, ce week-end il va encore pas m'inviter. Et puis bah avant il vidait le lave-vaisselle, hein. C'est toujours le premier à prendre l'aspirateur, etc. Et là, il n'y a que moi qui le fais, j'en ai ras-le-bol. C'est tous ces non-dits qu'on garde pour soi. Des attentes, c'est forcément quelque chose de décevant. C'est forcément quelque chose qui marche pas. Alors l'important, je sais plus qui disait, c'était si vous voulez être déçu dans la vie, ayez des attentes. Si vous voulez être heureux dans la vie, communiquez. Et un exemple très simple, c'est que je ne peux pas avoir l'information que l'autre a si on n'a pas échangé sur le sujet. Euh, je vais vous donner un exemple assez basique, assez pragmatique. Imaginez, vous avez des invités chez vous. Ça fait longtemps que vous ne les avez pas vus, c'est des bons amis et la conversation est plutôt chouette. Et vous êtes tellement pris dans la conversation que vous avez oublié que le verre de votre invité était vide. Et ça fait à peu près 2 heures que vous parlez et le verre est toujours vide. Et vous ne faites pas attention à ça, parce que vous êtes bien, vous êtes dans le moment et c'est plutôt cool. Bon, et puis vous avez votre invité, lui, il crève de soif. Il passe un bon moment avec vous, sympa, vous l'avez invité, mais il a soif. Et parce qu'il y a la conversation, parce que bah, lui aussi, il va pas forcément oser se mettre en avant en disant eh oh, je crève de soif, là, vas-y, serre-moi s'il te plaît. Il va le garder pour lui. Il va être dans l'attente que vous réagissiez. Bon, la conversation continue, et puis il commence un peu à se fermer, il commence un peu à faire la gueule, il commence un peu à avoir le regard ailleurs, etc. Enfin, vous remarquez que ça prend une tournure un peu bizarre. Vous continuez de parler parce que c'est passionnant. Bon, au bout de quelques temps, cette personne va se dire que va émettre des opinions sur vous, va émettre des jugements, vous n'êtes pas si sympa que ça, etc. etc. Et à la fin, tous les deux, vous remarquez qu'il y a quelque chose qui ne marche plus. Ça, c'est les attentes. Dans le couple, on a tous des exemples qui sont bien pires que celui-là, mais celui-là, il symbolise assez bien les relations humaines dans ce qu'on attend de l'autre quand il y a une mauvaise communication, ou plutôt quand il y a une absence de communication. Donc l'idée, je ne sais pas, réfléchissez pour vous-même, dans votre couple, à chaque fois que vous avez été déçu. Les déceptions, c'est chouette pour ça, parce qu'on se rend compte qu'à chaque fois qu'on est déçu, c'est parce qu'on a imaginé que l'autre allait faire quelque chose pour nous, sauf qu'il n'a jamais l'information. Donc, partez du principe que quand vous êtes déçu, c'est que vous avez mal communiqué. On refait cette fameuse scène, donc le type qui est votre invité, que vous aimez énormément, il a son verre vide. Et c'est pas que vous avez aucun savoir-vivre, c'est que ça peut vous échapper, c'est la vie. On fait tous des erreurs. Et c'est pas très grave parce que c'est comme ça qu'on avance aussi. Et là, vous avez votre invité qui lui dit alors c'est super sympa ce que tu me racontes, est-ce que tu peux me resservir s'il te plaît? Et là, il n'y a aucun problème, vous faites avec grand plaisir. Bien évidemment, vous vous excusez même parce que c'est votre invité et vous avez oublié de. Et vous le servez. Bon, bah, tout va bien. Poursuivez la conversation, ça reste un moment passionnant pour tout le monde. Et à la fin, vous avez passé un bon moment. En couple, c'est exactement comme ça que ça se passe. En couple, si on parle purement du quotidien, donc faire la vaisselle ou laver par terre, faire le ménage ou un week-end qu'on avait dit qu'on ferait il y a 6 mois et qu'on n'a toujours pas fait. Bon, là, il y a le coronavirus, mais vous comprenez ce que je veux dire. Bah, c'est le même sujet. Plutôt que d'attendre que l'autre le fasse pour vous, prenez toujours, 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 toujours le lead. Prenez toujours le, comment dire, faites toujours le premier pas. Simplement pour affirmer ce que vous souhaitez et simplement parce que ça évite beaucoup de quiproquos. Alors, si vous prenez le temps de réfléchir à une ou deux situations qui vous est arrivées dernièrement, effectivement, c'est toujours soi par rapport à soi. On est toujours déçu de l'autre parce que on a des principes, on a des valeurs, et donc notre vision du monde est déformée en partie à cause de l'autre. Mais si on accepte de verbaliser, si on accepte de dire calmement les choses, telles qu'on les ressent et telles qu'on en a besoin, c'est-à-dire qu'on exprime ses besoins, l'autre est au courant et peut plus faire semblant. Alors prenez le temps de réfléchir, peut-être même à poser serait intéressant. Là, vous regardez cette vidéo, tout à l'heure, je ne sais pas comment ça se passe, mais il y a un replay à chaque fois qu'on arrête le direct. Regardez-la peut-être une deuxième fois, mais avec un bloc-notes, ou écrivez sur votre téléphone les 3 dernières situations qui ont été compliquées pour vous en couple. Et puis vous allez
imaginez que c'est vous qui prenez la parole. Vous allez imaginer que c'est vous qui affirmez ce truc-là, là. Ça fait longtemps qu'on n'est pas parti en week-end, j'aimerais partir ici, ici, ici. Ou alors, c'est la quatrième fois que je lui la vaisselle, est-ce que tu peux le faire la prochaine fois, s'il te plaît, ou est-ce qu'on peut se faire une fois sur deux ou mettre un plan en place? Enfin bref, vous voyez un peu de quoi je parle. Et entraînez-vous dans votre quotidien à faire ce petit exercice. Et vous verrez que ça va améliorer cette situation d'attente qui est ni plus ni moins, comme je le disais, une déception permanente. On en vient du coup à l'écoute. L'écoute dans le couple, c'est un truc primordial, c'est un truc vital. J'ai lu dans un livre il n'y a pas longtemps là, une phrase qui était vraiment chouette, qui était plutôt que de regarder en haut, plutôt que de regarder en bas, entre le bien, le mal, ce que l'autre ne fait pas, ce que moi je fais, etc. Il y a une notion qui est intéressante, c'est le fait d'être soit à l'intérieur de soi, soit à l'extérieur de soi. En thérapie, on parle de référence interne, c'est-à-dire que je déforme la réalité pour la regarder avec mon prisme, ou la référence externe, qui est que je ne m'inspire que de ce qui existe de l'extérieur, quelquefois même en me reniant. Si on fonctionne sur cette notion-là, d'intérieur-extérieur, il y a un truc chouette qui se passe. C'est que il y a l'autre et il y a moi. Ce qui est délicat dans l'écoute, c'est finalement qui a raison. Est-ce que je vais me renier pour avoir la paix? Est-ce que je vais m'affirmer pour écraser l'autre ou pour montrer à l'autre qu'il a tort? Et finalement, qu'est-ce qui est vraiment important? En fonction de ce que je veux, et ben de temps en temps, je vais simplement laisser l'autre avoir raison. De temps en temps, je vais m'affirmer. Il y a une notion importante en écoute qui est le respect. Finalement, si on y réfléchit, qu'est-ce qui fait que on n'écoute pas l'autre? Qu'est-ce qui fait même que on cherche à imposer son point de vue? Alors on va rentrer dans un truc un peu technique, mais finalement c'est l'ego, c'est soi. Je veux avoir raison. Et donc si j'ai tort, mon monde s'effondre. Dans l'écoute, dans l'écoute active et dans l'écoute passive d'ailleurs, il n'y a pas cette notion de gagnant ou de perdant. Il y a la notion de couple et d'être ensemble. En fait, on s'en fout un petit peu d'avoir tort. Et on se réjouit que l'autre puisse avoir raison aussi. Quand on est dans une relation amoureuse, la notion de se tirer vers le haut, elle est essentielle. Bien sûr qu'il y a des engueulades. Et les engueulades sont saines à partir du moment où ce qu'on affirme est fait pour tirer l'autre vers le haut et non pas pour l'écraser. Alors si je pars du principe qu'à chaque fois que l'autre, mon conjoint ou ma conjointe, m'engueule, mais pour me tirer vers le haut, parce qu'elle estime être dans le vrai, finalement c'est pas très grave. Voire même ça va me permettre d'apprendre. Mais c'est important aussi d'avoir la même démarche de son côté. Et donc, oui, il y a Lily qui dit on a deux choix dans la vie, avoir raison ou être heureux. Il y a un petit peu de ça. Entre les deux, il y a l'engueulade utile. L'engueulade utile, c'est le fait de m'affirmer parce que ça fait du bien. L'idée de l'écoute, l'idée de la communication, c'est de rien garder pour soi non plus, sinon on va être dans le refoulement. Et là, à nouveau, on va être encore dans l'attente et encore déçu. Donc on pourrait partir d'un principe très simple. Cette relation de couple, c'est moi par rapport à moi. En fonction de comment je suis calme, en fonction de comment je suis posé, en fonction de combien je suis installé dans mon couple, je ne vais pas avoir les mêmes engueulades, je ne vais pas avoir la même volonté de m'imposer. Et l'écoute va être beaucoup plus intéressante. Donc regardez bien où vous en êtes dans votre couple, à quelle phase vous en êtes. Et en fonction, imaginez qu'à chaque fois qu'il y a une discussion entre les deux, ce soit uniquement pour tirer l'autre vers le haut. Vous vous rendrez compte alors que c'est beaucoup plus facile, qu'il y a moins lieu d'être dans l'angoisse, il y a moins lieu d'être dans la rancœur, il y a moins lieu d'être dans la jalousie. En fait, on va juste être en train de créer quelque chose de simple. Là, je parle de communication juste, je ne parle pas de sentiments amoureux ou quoi. Et donc, faites l'exercice. La prochaine fois que votre conjoint ou que votre conjointe vous parle, posez-vous la question de si je m'énerve,
est-ce que c'est pour lui faire du bien? Et est-ce que c'est pour nous faire avancer? Si je la laisse dire des bêtises, est-ce que ça fait aussi avancer le couple? Et si je l'écoute, à quel point ça va me faire du bien, pour une fois, d'arrêter de vouloir aller plus vite, etc., etc. On est dans une société occidentale où on recherche systématiquement l'engagement, la réussite, les objectifs. Il faut toujours aller plus vite, plus fort, etc. Si on se pose 2 secondes, si on retire toute cette pression, on est habitué à être parfait, à être musclé, etc., etc. En fait, on se rend compte que le rythme peut ralentir, qu'on n'est plus obligé de crier, qu'on n'est plus obligé de forcer l'autre. Et alors l'écoute devient beaucoup plus posée, beaucoup plus simple. Entraînez-vous, par exemple, quand vous êtes dans une discussion animée avec l'autre, à parler plus doucement. Ça paraît très, très bête comme idée, en principe. Sauf que lorsqu'on regarde dans le détail, si on prend plus le temps de parler calmement à l'autre, ici aussi ça se calme. Ici aussi ça se calme. Et on a moins besoin d'avoir raison. Finalement, avoir raison, c'est qu'un point de vue. Et donc, c'est très très important de pouvoir faire évoluer les choses parce que qu'est-ce qu'on recherche dans un couple? On cherche à vibrer, on cherche à être installé, on cherche la sécurité, ça dépend des personnalités de chacun et du chemin de vie de chacun. Mais dans toutes ces bonnes raisons, il y a pas de place pour aller plus vite, pour aller plus fort, pour atteindre des objectifs ou pour écraser l'autre. Le pouvoir n'a pas sa place dans un couple ou alors je me suis trompé. Et là, c'est un autre sujet. Une fois qu'on a passé l'écoute, qu'on devient des maîtres dans l'écoute, tiens, c'est intéressant parce que justement, ça va faire écho avec la jalousie aussi. Lily pose la question des couples qui s'engueulent jamais, est-ce que c'est normal? Non, sauf si, je dis bien sauf si vous êtes des gourous ou des maîtres ascensionnés, etc., des personnes très évoluées, auquel cas, j'imagine que ça doit être possible de jamais s'engueuler. Maintenant, si on est dans la vie de tous les jours avec ce fameux quotidien pas très sexy, pas très délicat de temps en temps, je dis toujours que c'est important de s'engueuler. S'engueuler, c'est s'affirmer. Euh, Il n'y a pas de mauvaise communication en soi. La personne qui va jamais se disputer avec l'autre, bah, c'est une personne qui, à coup sûr, va refouler certaines choses, va avoir certaines frustrations. C'est quelqu'un qui va pas oser. Les couples qui s'engueulent jamais, très souvent, en thérapie en tout cas, avec Oriane en stage, on va toujours gratter ce côté du passé et du passif. Comment est-ce que j'ai été éduqué qui fait que j'ose pas m'engueuler, je vais me mettre en retrait, je vais laisser l'autre toujours prendre le lead et c'est pas très sain. On va imaginer qu'effectivement se disputer, ça veut dire que ça va pas du tout. En fait, il n'y a rien de plus faux. Ça dépend comment on se dispute, ça dépend à quelle fréquence on se dispute. Mais se disputer, c'est, comment dire, pour faire simple, c'est le truc du je sais pas trop comment le dire, mais j'ai besoin de le dire, alors je te le vomis. C'est rarement délicat, c'est rarement sympathique à entendre parce que la voix se fait forte, etc. Mais une fois que je te l'ai donné, je ne l'ai plus. Et donc, ça va bien. Si on est dans une relation d'amour sincère, l'autre va être en capacité de le prendre et d'entendre le bon message. Va pouvoir gueuler lui aussi. Et à la fin, on se sent bien parce qu'on n'a plus rien. On n'a plus rien qui reste de tendu à l'intérieur. L'idée, c'est ensuite de pouvoir en reparler une fois que c'est plus calme pour pouvoir avancer ensemble et pas faire que gueuler. Et donc un couple qui se dispute jamais, on aurait tendance à dire que c'est pas normal en tant que tel. Ça voudrait dire qu'il n'y a jamais de friction et par définition, même si on est un avec l'univers, on est quand même un homme, une femme, deux polarités radicalement différentes, et donc les énergies sont différentes. Donc c'est normal que de temps en temps, il y ait des mises au point à faire. Donc l'idée, voilà, c'est de réfléchir si on s'engueule jamais, qu'est-ce que je garde pour moi et que je n'ose pas dire à l'autre qui fait qu'on s'engueule jamais. Là-dessus, il n'y a pas de jugement, chacun fait comme il peut.
Et une notion importante d'ailleurs, c'est de comprendre que on fait vraiment ce qu'on peut. C'est-à-dire que même quand on est dans une relation difficile ou que, ou qu'il y a de la friction sur la ligne, il faut garder en conscience que l'autre est au mieux de ce qu'il sait faire. Sinon, il aurait fait mieux que ça encore. Et donc vient le thème de la jalousie. Qu'est-ce que la jalousie sinon que le miroir du manque de confiance que je peux avoir envers moi-même? La jalousie, c'est un sentiment amoureux très très fort, mais qui est complètement biaisé. Là, en gros, dans la jalousie, je vais avoir des présupposés que l'autre est en recherche d'une nouvelle relation. Je vais être dans une projection que l'environnement autour de mon conjoint ou de ma conjointe va forcément être en recherche de séduction. Et surtout, c'est pour ça que c'est soi par rapport à soi dans la jalousie, c'est une perte de repère, une perte de stabilité qui laisse imaginer que mon couple, il n'est pas aussi stable que ça. C'est-à-dire qu'il y a le fait d'aimer très fort l'autre, mais pas de l'aimer toujours bien, sinon il n'y aurait pas forcément cette jalousie. Alors après, là, puisqu'on parle de jalousie, on parle de jalousie maladive. Si c'est la petite pointe de jalousie, on peut trouver ça mignon, à condition de la verbaliser, sinon ça sert à rien. Mais dans la jalousie maladive, maladive dans le sens où c'est très inconfortable pour soi et qu'en plus on le fait peser sur l'autre, comme si l'autre avait quelque chose à voir avec ce sujet, généralement c'est que il y a un manque d'estime, il y a un manque de confiance et la réalité elle est complètement biaisée. Et donc je vais être dans l'imaginaire de quelque chose de faux. Cette jalousie-là, elle ronge beaucoup de personnes et ça se travaille très bien en thérapie. Alors, effectivement, si on arrête d'imaginer que c'est l'autre qui est en tort dans la jalousie, qu'est-ce que je peux faire moi pour me rassurer? La thérapie, c'est la meilleure des réponses. Alors la thérapie ou l'hypnose ou peu importe, on s'en fiche un petit peu, mais de rencontrer un professionnel qui saura vous accompagner pour comprendre d'où ça vient, parce que réfléchissez bien à si je suis jaloux, à quelle expérience passée ça fait écho, pardon. Est-ce que ça fait écho à mes dernières relations amoureuses? Est-ce que ça fait écho à la rencontre qu'on a eue et j'ai un pote une fois qui me racontait que il avait séduit une fille très très facilement, ils sont tombés très amoureux, et la relation se passe bien. Et c'était tellement facile cette rencontre, parce qu'ils sont tombés amoureux tous les deux assez subitement, c'était tellement facile qu'il a gardé en arrière-plan l'idée selon laquelle n'importe qui pourrait faire la même chose avec sa chérie. Donc il n'y a pas que le passé, il y a aussi la rencontre de temps en temps, et puis il y a aussi la manière dont vos parents ont pu se comporter, ou nos parents plutôt, ont pu se comporter, et qui nous ont, comment dire, montré ce que c'était que d'être amoureux. Et donc, en fonction de tout cela, on va avoir plusieurs axes de travail, pardon, pour réussir à corriger le tir. Si vous avez des questions, bien évidemment, vous continuez de les poser sans aucun problème. Euh, donc, on va aller un peu plus précisément dans la communication. Il est quelle heure? Ok, il faut que j'accélère un petit peu. Euh, la communication, et puis accueillir les humeurs, d'ailleurs, ce sera à peu près la même chose. Je vais vous donner un exemple très simple dont on parle beaucoup avec Oriane en cabinet. On a un couple qui vient vous voir parce que vous êtes un super thérapeute. Ils sont complètement perdus. Il y a l'homme qui, toutes les semaines, va offrir des fleurs à sa femme. Toutes les semaines, il va lui faire une surprise. Je prends un exemple un peu cliché, mais pour que ça parle à tout le monde. Et donc, il lui offre des roses, il l'invite au resto, il l'invite au ciné. Toutes les semaines, elle a une surprise, elle a un cadeau. Pas toujours des grandes choses, mais de temps en temps, des petites choses qui font du bien. Elle, en séance, va se plaindre parce que son mari lui dit jamais je t'aime et le trouve insupportable et sont au bord de la rupture. Lui trouve qu'elle est sacrément culottée parce qu'il lui fait des cadeaux toutes les semaines et qu'il ne connaît pas d'amis ou de personnes dans son entourage qui fait la même chose pour sa moitié. Et donc, il trouve que c'est un peu osé comme manière de voir les choses et donc il s'engueule tout le temps, tout le temps, tout le temps. Cette fameuse communication, il y a, je ne sais plus comment s'appelle cet auteur, vous le trouverez facilement sur Internet, qui parle des différents langages de l'amour.
En hypnose, on sait que l'être humain communique essentiellement sur 5 sens, mais ceux qui vont nous intéresser surtout, ce sera le toucher, le visuel et l'auditif. Donc si on garde cet exemple de couple, la femme, elle, est quelqu'un d'auditif. Elle a besoin d'entendre en permanence que son homme l'aime. Donc elle a besoin d'entendre des je t'aime. Lui, il va être plutôt dans le ressenti, plutôt dans ce qu'on appelle le kinesthésique. Il va trouver effectivement que c'est un peu abusé parce que il lui offre tout le temps quelque chose. Il va toujours mettre en place des actions pour l'aider à ressentir de la surprise et donc de faire grandir l'amour qu'elle a pour lui. Donc, vous voyez, on est sur deux personnes qui s'aiment mais qui se ratent en permanence. C'est important d'observer l'autre, d'observer comment il fonctionne. C'est important de pouvoir se rendre compte de comment l'autre communique. Est-ce que votre femme, est-ce que votre homme va plutôt être dans la parole, va plutôt être à vous dire 100 fois par jour je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, et va distribuer des je t'aime comme des merci ou des bonjours. Est-ce que c'est plutôt le cas de faire des cadeaux, d'être dans les caresses ou d'être dans le contact? Est-ce que c'est pas plutôt sinon dans les voyages, dans les photos, dans être sur les réseaux sociaux et montrer à quel point notre vie est merveilleuse, etc. Observez comment votre moitié se comporte. Je vous assure que si vous faites l'effort d'observer comment l'autre fonctionne, est-ce qu'il est plus cadeau, est-ce qu'il est plus touché, est-ce qu'il est plus à regarder ou à contempler l'autre? En fonction de ça, vous saurez un peu plus comment l'autre vous aime. Ce sera un très bon indicateur pour savoir comment organiser les choses en retour. Parce que si je sais que ma femme aime entendre je t'aime, ce qu'on avait expliqué à ce couple, il aurait économisé énormément d'argent. Il n'avait pas besoin de lui faire tous ses cadeaux. Il a juste besoin de lui dire. Elle, en même temps, une fois qu'elle comprend que lui est plutôt sur un mode d'action à vouloir offrir des choses, s'est sentie extrêmement bête. Parce qu'effectivement, elle a ouvert les yeux et s'est rendu compte qu'il y avait personne qui faisait ça. Personne qui faisait des cadeaux toutes les semaines. Et qu'elle avait énormément de chance. Donc vous voyez, là on est dans l'écoute. À partir du moment où on se rencontre, à partir du moment où on fait attention à l'autre, et on est en observation, finalement lui va réussir à dire je t'aime, elle va réussir aussi à être contente d'avoir des cadeaux. Et donc c'est pas forcément le truc de est-ce qu'ils s'aiment bien ou est-ce qu'ils s'aiment mal, c'est qu'on est des êtres humains et qu'on est par définition tous différents. On a tous une histoire de vie particulière, on a tous une enfance particulière et on communique tous d'une manière particulière. Donc on ne peut pas s'attendre à ce que ça fonctionne de la même manière. On va maintenant aborder le sujet d'accueillir les émotions de l'autre. C'était Alexandra qui posait la question de... Je traduis un petit peu la question, c'est en gros, j'imagine je rentre le soir, et puis moi j'ai passé une merveilleuse journée, tout va bien, et l'autre fait la gueule totale ou a passé une journée de merde. Comment je fais pour continuer à, à supporter ça, ou alors en tout cas à faire en sorte que ça fonctionne malgré tout? Bon, bah là on reste dans les deux exemples que j'ai donnés avant. Simplement comprendre qu'on est dans une relation amoureuse honnête, sincère, et qu'on est là pour aider et épauler l'autre, et le tirer au maximum vers le haut. Donc on sait que c'est pas très grave, parce que, parce que les humeurs de l'autre, finalement, c'est ni plus ni moins que le quotidien. Est-ce que ce serait une relation saine si l'autre faisait toujours semblant d'être heureux? Est-ce que ce serait une relation saine si l'autre ne fonctionnait que en résonance avec vous? Bah non, parce qu'il va au travail, parce qu'il rencontre des collègues, parce qu'il rencontre son patron, des clients, qui a 10 000 occasions déjà d'être stressé, d'être angoissé, de se poser des questions. Donc quand on rentre le soir, effectivement, l'idéal, ce serait de laisser les problèmes à la porte. Mais c'est pas là forcément facile. Et donc, c'est d'accueillir le truc. Finalement, quand l'autre arrive, fait la gueule, est triste, en colère ou en rage, etc., qu'est-ce qui se passe? Ben, il est juste dans une demande d'être pris en charge. Et
À partir du moment où on considère que c'est pas très grave, puisqu'on est dans une relation amoureuse, bon, on sait que ça va passer. Alors attention, c'est pas le truc juste de se dire, bon, ça va pas trop, ça va passer jusqu'à la prochaine fois. L'important, là aussi, c'est de communiquer et d'expliquer que ce serait bien que l'autre fasse une petite mise à niveau pour réussir à s'en foutre un peu plus, soit de son travail ou en tout cas de la situation compliquée, de manière à ce que lorsqu'il arrive le soir, ce soit plus facile. Alors, un sujet très intéressant maintenant, qui est la sexualité et les tabous. On va en parler très rapidement. Euh, Avec Oriane, on travaille donc, on donne nos stages à côté de Versailles, à Bailly. Et donc, à côté de Versailles, il y a le Chênay, il y a beaucoup de personnes avec une éducation très catholique et où la famille est une valeur extrêmement importante. Et dans ces conditions, la sexualité, comme les tabous, c'est un thème qui revient énormément. Finalement, la sexualité dans le couple, qu'est-ce que c'est? J'ai un ami qui expliquait ça simplement, il disait que la sexualité dans un couple, c'était le thermomètre du couple. Et une fois de plus, on a ces fameuses 4 étapes du couple, 4 phases, et en fonction de où on est, ce baromètre va être plus ou moins significatif. Quand on est au tout début, dans la phase de séduction, effectivement, la sexualité est souvent débridée, on fait l'amour très souvent, on baise comme des lapins pour certains, et c'est super chouette parce que c'est le moment où on rencontre l'autre. Et puis une fois qu'on est dans le quotidien, une fois qu'on est bien installé, pour certaines personnes, ça y est, on est marié, on a eu des enfants, et donc on est tellement installé que on fait l'amour rarement, voire plus du tout pour certains couples. L'idée, c'est que la sexualité, c'est véritablement le seul moment où on est à poil avec l'autre. C'est le seul moment où on est vrai avec l'autre. C'est le seul moment où on peut complètement se dévoiler. C'est pour ça que c'est important de rester à l'écoute de son désir et du désir de l'autre. Est-ce qu'il y a des tabous dans la sexualité? Non, il n'y en a pas. Il n'y en a aucun. La seule condition, c'est de rester dans l'amour, puisqu'on parle du couple, et de rester dans le respect. Mais il n'y a aucun tabou. Il n'y en a aucun. Ça n'existe pas. Les tabous, c'est combien j'ai peur, à quel point que je ne vais pas oser faire les choses. Mais à partir du moment où on est dans le respect, où on est dans l'amour, on est dans l'échange, c'est juste une merveilleuse manière de découvrir l'autre. Alors, bien évidemment, lorsqu'on a 3 enfants, ou pour certains 4 ou 5, lorsque on travaille 10 heures par jour, etc., bien évidemment que le soir, on peut arriver, être fatigué et repousser au lendemain, etc. Sauf qu'il faut bien avoir conscience d'une chose. Le sexe, c'est le seul moyen de refaire fonctionner le couple. C'est le seul moyen de refusionner. C'est le seul moyen d'être à nouveau dans l'écoute avec l'autre. Surtout pour les hommes, après l'orgasme. Blague à part, s'il n'y a pas de sexe, qu'est-ce qui différencie finalement un couple amoureux d'une fratrie ou d'une famille? C'est le sexe. Si on ne fait pas l'amour, tu pourras aussi bien être ma sœur, ou ma cousine, ou ma mère. Bien évidemment, le sexe, c'est ce qui scinde le couple. C'est ce qui fait qu'on est un couple. Sinon, on est une bonne équipe. Sinon, ça se délite petit à petit pour une raison très très simple. Et là, c'est purement animal, purement chimique. C'est qu'on touche l'autre. Quand je touche l'autre, j'ai des récepteurs qui s'activent et qui font que je me sens connecté à l'autre. C'est à ça en thérapie qu'on repère les couples qui vont bien des couples qui vont très mal. Quand on reçoit un couple, ou en stage aussi d'ailleurs c'est très visible, et que vous avez 2 personnes qui vont se tourner de l'autre côté, dos à dos. Bon, on sait que la communication elle est délicate. À l'inverse, quand on a 2 personnes qui se touchent en permanence, qui se caressent, qui s'agrippent littéralement, qui se font des bisous, etc., on sait que c'est un couple qui reste connecté. Pas uniquement parce qu'ils sont dans une démonstration, c'est pas exactement ça, mais parce qu'ils gardent le contact. Ce contact-là, ça éveille les sens. Est-ce qu'il y a une règle? Est-ce que véritablement il y a un rythme à avoir? Bon, j'ose espérer que vous vous doutez que la réponse est non.
Il n'y a pas de règle. Et il n'y a pas de rythme. Le seul rythme qui vaille, la seule règle qui vaille, c'est que ça aille à tous les deux. Une fois de plus, c'est pas un truc qui concerne plus les hommes que les femmes, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Mais l'important, c'est de communiquer. L'important, c'est de rester ouvert à l'autre. Et toujours de garder cette notion que c'est toujours pour se tirer vers le haut. Si je garde ça en tête, il n'y a que des bonnes raisons pour que ça se passe bien. Il y a une question maintenant qui est cruciale après avoir dit tout ça. On va arriver sur la dernière question puisqu'il va bientôt être l'heure. Pourquoi est-ce que je rencontre toujours les mauvaises personnes dans mon couple? On donne donc des stages avec Révolution Consciente, avec Oriane. Cette question, c'est quelque chose qui revient très très souvent, notamment dans un stage où on vient nettoyer les traumas, etc. Pourquoi, en gros, est-ce que je rencontre toujours les mêmes personnes, ou pourquoi est-ce que je reproduis toujours les mêmes schémas, ou pourquoi j'attire que des personnes mauvaises ou néfastes, etc., etc. Donc là, on extrapole un peu le sujet, on sort un peu du sujet de l'amour et du couple, de l'harmonie dans le couple en tout cas, mais on est obligé de l'aborder pour être certain de rencontrer les bonnes personnes. En fait, une fois qu'on a compris qu'un couple, c'était soi par rapport à soi, et donc tout ce qu'on y mettait, eh bien la personne qui fait toujours les mauvais choix ou qui attire à elle que des pervers narcissiques, qui est un peu le terme galvaudé à la mode, en fait, on va se rendre compte que c'est notre passé qui nous conditionne, c'est notre attitude qui nous conditionne. Quand je manque de confiance en moi, quand j'ai aucune estime pour moi, je vais avoir tendance à avoir une communication très renfermée et donc attirer des pseudo-prédateurs qui vont, eux, utiliser cette situation. Lorsque j'ai toujours été trompé, qu'il y a des répétitions systématiques, que je me fais tromper ou je me fais quitter, ou alors j'arrive pas à avoir des relations plus longues que 5 mois ou 1 an ou 10 ans. En fonction de ça, effectivement, je vais avoir des croyances qui font que je me sens incapable de. Bon, bah là, on a en thérapie un travail ou en stage, un stage qui est parfaitement indiqué, qui s'appelle se libérer des blessures du passé pour nettoyer en profondeur le sujet, pour faire en sorte que tout ce passé, qu'on appelle aussi passif, bien évidemment, soit nettoyé et surtout digéré, pour qu'on puisse avoir une telle estime de soi qu'on se sent capable d'être aimé, qu'on sent qu'on peut mériter d'être aimé. Et que c'est quelque chose de normal de rencontrer une personne qui soit gentille, qui soit respectueuse, qui soit avenante, qui soit joyeuse, etc., etc. Qu'on n'ait plus l'impression d'être le fautif ou la fautive et que qu'on ait la seule solution au problème. Alors bien évidemment, là on a élaboré énormément de thèmes différents, on a un laps de temps très très court. Euh, Avec Oriane, on se dit que finalement ces lives, c'est important de les faire parce que, bon déjà on a un petit peu le temps, on a beaucoup de chance pour ça, mais on a un peu le temps de le faire. Et puis parce qu'on a de plus en plus de demandes et que, et que c'est une bonne vitrine du travail qu'on donne tous les deux. C'est une bonne vitrine du travail qu'on fait tous les deux. Et donc on va en faire de plus en plus. Alors, si vous avez des questions sur les thèmes qu'on vient d'aborder là, vous nous envoyez un message directement sur la page Révolution Consciente. On a un Instagram aussi. Vous avez toutes les dates des stages sur le site. Euh, et si vous avez envie qu'on organise différents lives sur d'autres sujets, eh ben, écoutez, écrivez-nous pour nous donner aussi des idées de thèmes. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un très bon appétit et on se revoit très vite. À bientôt. Ciao.